Avec moi en plateau pour continuer ce grand débrief autour du Mobile World Congress, ce grand salon international du mobile. Faiz Djellouli, le patron cofondateur d'Oliseum, Philippe Legrand à vos côtés, président d'Infranum, Thomas Lanaute, directeur commercial Europe de BSO. On va parler du Mobile World Congress, mais pas seulement, on va aussi parler de l'interdiction de TikTok ensemble, et puis de cette question de financer nos réseaux, nos déploiements d'infrastructures par une taxe GAFAM, une nouvelle taxe peut-être en Europe. Mais d'abord, je vous propose que l'on fasse un point sur ce triste anniversaire, un an de guerre dépassé maintenant entre la Russie et l'Ukraine. On va regarder ce qui se passe du côté du front de la cybersécurité avec François de Ruty qui est connecté avec nous. Bonjour François. Bonjour. Vous êtes le CEO de Sequoia.io. L'équipe de Threat Intelligence de votre entreprise vient de sortir une analyse circonstanciée sur ce front cyber entre l'Ukraine et la Russie. Un an donc après la déclaration de guerre. Quelle est votre analyse ? Tout d'abord, on peut constater qu'au départ, on avait peur du conflit d'un front cyber très élevé, d'une forme d'Armageddon cyber qui n'a pas eu lieu. Donc la cyber a été utilisée comme un moyen pour appuyer la guerre conventionnelle, comme on voit partout sur les chaînes d'information, plutôt à base d'artillerie. Donc c'est plutôt un moyen qui a été utilisé en appui, alors qu'on redoutait vraiment un deuxième front un peu plus caché, mais très impactant sur le front cyber. Et ce niveau d'attaque s'est élevé, mais n'a pas eu lieu à la hauteur de ce qu'on pouvait redouter, ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas arriver plus tard. Alors, on a quand même entendu parler d'un niveau de menace qui s'était élevé. Ça veut dire aussi peut-être qu'on arrive mieux à détecter ces menaces, on les a mieux anticipées ? Alors, il y a beaucoup d'équipes comme les nôtres qui se préparent depuis très longtemps à détecter ces attaques cyber et à modéliser cette menace. Effectivement, le niveau c'est vraiment élevé puisque ça a été utilisé pour appuyer ce conflit-là. Ce qu'on peut constater, c'est quand même des faits marquants, notamment une attaque sur des flux satellitaires qui ont impacté la France et l'Italie en débordement un peu de l'Ukraine, qui ont été assez visibles dans les différentes actualités. Et puis évidemment, oui, quand même pas mal d'attaques, soit de sabotage sur le territoire ukrainien pour impacter les militaires ukrainiens et les empêcher d'utiliser les ressources à leur disposition, soit des attaques liées à la diplomatie pour un peu savoir ce qui se passe dans le monde occidental, ou sur des ONG ou des organismes militaires pour empêcher les organismes internationaux de travailler correctement ou pour récupérer des informations sur le front de l'espionnage. Et un an après, on est dans quelle situation ? Est-ce que vous avez le sentiment que sur le front de la cyber, justement, ça se calme, on s'essouffle, je dirais, du côté des cyberattaquants, ou au contraire, on redouble de vigueur ? Alors moi je pense qu'il faut redoubler de vigilance, tout simplement parce que sur le terrain militaire et classique de l'artillerie, on voit bien que le conflit dure et je ne sais pas s'il s'enlise un peu, je ne suis pas un expert de la tactique militaire sur le terrain, mais du coup le front cyber pourrait trouver un nouveau souffle justement pour compenser cet enlisement ou ces fronts qui ont du mal à se déplacer sur le territoire physique de l'Ukraine. On pourrait avoir un renouveau sur le front cyber justement pour appuyer cette position et essayer de déclencher un nouveau souffle côté russe. Ça pourrait arriver effectivement. Et quand on parle de cyberattaquants, alors on parle de qui exactement ? On a des organisations du côté de l'Ukraine, on a vu se constituer de manière officielle des armées, des cyberarmées. On parle de qui exactement ? Est-ce que ce sont des actions qui sont pilotées par les États russes, ukrainiens ? Alors on a trois grands types d'acteurs sur ce front. On a les acteurs étatiques, donc pilotés par l'État russe, les services de renseignement russes, donc qui eux ont plusieurs stratégies. Une première stratégie qui est pilotée plutôt par le renseignement militaire russe, qui lui va plutôt tenter de saboter différentes infrastructures sur le territoire ukrainien en effaçant des équipements informatiques pour les empêcher de fonctionner, des modems, des fournissements d'eau, les télécommunications, l'énergie. Ensuite, on a les acteurs qui sont plutôt portés vers l'extérieur du territoire ukrainien, toujours pilotés par l'État russe, qui sont plutôt chargés de l'espionnage, d'essayer de récupérer des informations sur qu'est-ce qui se trame à l'OTAN, qu'est-ce qui se décide, ou essayer de récupérer notamment auprès des ONG des informations sur les dossiers qui sont en train d'être constitués sur les potentiels crimes de guerre de la Russie. Donc ça, c'est le premier front, vraiment les acteurs étatiques pilotés par l'État. Ensuite, on a la cybercriminalité, donc les rançongiciels et ces groupes qui pilotent ces codes informatiques qui chiffrent vos données et vous demandent une rançon pour les déchiffrer, qui sont très actifs aussi également pour certains pour appuyer ce conflit ou d'autres tout simplement pour profiter du conflit pour des besoins plus lucratifs.
Et puis ensuite, on a toute une frange de ce qu'on appelle les activistes cyber, soit occidentaux, soit pro-russes, qui s'affrontent aussi sur le territoire numérique, sur des dénis de services de sites web, sur des attaques qui sont peut-être moins sophistiquées, mais qui ont un impact visuel plus important, puisque ça rend disponible beaucoup de services publics ou beaucoup de choses qui sont visibles. On en voit notamment des occidentaux qui essayent de perturber les diffusions télé des discours de Vladimir Poutine, par exemple. Alors, quand on parle du front cyber entre la Russie et l'Ukraine, c'est un peu une vue de l'esprit, puisqu'il n'y a pas de frontières dans le numérique. Mais quelles sont les principales menaces qui dépassent largement les frontières de ce conflit? Vous parliez de cybercriminalité. Est-ce qu'aujourd'hui, les attaques cybercriminelles que l'on constate en Europe et en France sont liées au conflit? Alors, elles existaient bien avant le conflit et déjà à un niveau très élevé, ces attaques de cybercriminels. Là, ce qu'on a constaté, c'est qu'on avait également peur que ça augmente, mais il y a eu beaucoup de débats au sein de ces groupes cybercriminels pour savoir si les membres étaient neutres, en soutien à la Russie ou en soutien à l'Occident. Donc, ça a créé pas mal de conflits au début, de conflits internes dans ces groupes-là, au début du lancement de la guerre en Ukraine. Ensuite, ils ont repris leur activité, j'ai envie de dire, plus classique, d'attaquer différentes structures dans les pays occidentaux, en Europe, aux États-Unis, pour leur demander des rançons et les perturber. Donc finalement, ce conflit n'a pas eu un impact décisif sur l'écosystème cybercriminel, qui juste a rajouté un discours politique à son discours classique de prise en otage de sociétés ou d'infrastructures numériques en échange d'une demande de rançon. François de Ruty, comment vous voyez les choses évoluer là sur les mois qui viennent? Alors, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'il va falloir redoubler de vigilance puisque comme le conflit s'enlise, on pourra avoir un renouveau sur le front cyber. L'espionnage piloté par les acteurs russes nécessite une vigilance vraiment importante sur la sécurité qu'on peut utiliser dans les différentes enceintes qui prennent des décisions, soit de sanctions, soit des enceintes internationales ou multilatérales qui cherchent des solutions à ce conflit. Et puis un point qu'on oublie un peu régulièrement, c'est pendant que tous nos regards se retournent vers la Russie, il y a d'autres acteurs, notamment la Chine, qui déploie ses attaques cyber également pour elle récupérer beaucoup d'informations en espionnage, beaucoup de vols de données. Et puisque tous nos regards sont un peu focalisés sur la Russie, on a tendance à oublier cette menace-là qui est extrêmement importante aujourd'hui pour les entreprises occidentales et qui pourra avoir un impact plus discret mais majeur sur le long terme. Un commentaire? Oui, tout à fait, parce que cette situation est dramatique et il y a bien des façons d'aider l'Ukraine, et notamment dans la reconstruction du pays, qui va arriver évidemment prochainement, et la capacité que nous pouvons donner à l'Ukraine de reconstituer toutes ses infrastructures et ses forces de défense, y compris sur la cybersécurité. J'aurai l'occasion, dans le cadre d'un événement organisé par le cabinet BGV, de rencontrer l'ambassadeur d'Ukraine pour travailler sur la reconstruction du pays, sur les infrastructures numériques. Ça sera le 9 mars prochain. Et ça se pense maintenant, et ça se pense en coopération et dans une logique où on doit aider l'Ukraine, bien sûr, apporter toute l'expertise et les infrastructures nécessaires, mais aider l'Ukraine à se reconstituer par elle-même. Merci beaucoup. Merci François de Ruty de Sequoia.io de nous avoir livré cette analyse sur le front cyber entre la Russie et l'Ukraine. Merci beaucoup. C'est parti pour notre autre débrief de l'actu.